Les élections européennes ont lieu le 26 mai. Parce qu'il est temps de choisir notre avenir, cette fois, je vote. Je suis venu vous parler de Europe Express. Saison 2. Une collaboration, l'Express et Bulle Média. Épisode 6 de la saison 2 d'Europe Express sur l'actualité de la campagne européenne. Bonjour Éric Métou. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Nous interrogeons aujourd'hui la candidate numéro 4 sur la liste Génération, l'eurodéputée Isabelle Thomas. Bonjour. Bonjour. Isabelle Thomas, en France, pour ces élections européennes, la gauche est éclatée entre 5 principales listes. Place Publique PS, la France Insoumise, les communistes, les Verts et votre mouvement Génération qui est mené par Benoît Hamon. Comment vous vivez cette situation de désunion de la gauche et comment vous l'expliquez ? Tout d'abord, c'est vrai que la gauche est éclatée, ce n'est pas surprenant. Nous ne pouvons pas d'un côté dire que nous sommes à un tournant, que tout est en mutation, les questions écologiques, les questions sociales, les problèmes liés au travail. On ne peut pas dire que tout est en mutation et dire en même temps que les partis doivent rester ce qu'ils étaient au XXe siècle. Donc il y a effectivement une réorganisation de la gauche. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu se concrétiser pour ces européennes. On a essayé, on avait essayé avec Génération de lancer la votation citoyenne pour essayer de faire une liste unique. Ça n'a pas fonctionné. Tout le monde a un petit peu essayé ces initiatives. Oui, tout le monde, enfin presque tout le monde, c'est vrai. Mais moi, je ne désespère pas. Et ce qui compte, c'est que là, nous sommes dans un scrutin proportionnel. Donc, après tout, il y aura des élus de gauche, quoi qu'il en soit. La question, c'est après. La question, c'est après les élections. Il faudra absolument, là, pour le coup, mettre nos forces en commun pour essayer de faire peser au sein de ce Parlement européen et faire entendre les voix de la gauche. Donc la question c'est après, avant les élections, c'est sûr, il n'y aura pas d'union. On entend ici ou là qu'une liste en difficulté dans les sondages pourrait se rapprocher d'une autre. Est-ce que vous, à Génération, vous seriez prêt à le faire ou c'est hors de question ? Écoutez, nous on est partis, on a la chance d'avoir une stratégie extrêmement cohérente puisque nous avons un parti transnational européen avec Yanis Varoufakis comme phare, comme candidat à la présidence de la Commission. Et est-ce que ça vous a pas empêché finalement de nouer des alliances avec d'autres partis ? Ça n'a pas été un frein ? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Ça a été en tout cas une forme d'unité au niveau européen. C'est ce qui est le plus important au Parlement européen. Vous savez, on travaille pas par pays, on travaille par groupe politique, par affinité politique. Tout le Parlement est organisé ainsi. C'est-à-dire que si vous voulez, mais le scrutin européen se fait si par vous pays. voulez, oui, d'accord, mais si vous voulez être efficace au Parlement, il faut avoir un groupe, il faut des alliances, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé au niveau européen avec le printemps européen, comme je le disais tout à l'heure, parti transnational. Et puis nous sommes cohérents sur les alliances que nous voulons faire. Nous voulons des alliances avec la gauche et avec les écologistes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, nous, notre stratégie, elle est claire, elle est transparente, elle est cohérente, elle ira jusqu'au bout. On ne veut pas de ces grandes coalitions qui ont complètement défait finalement la social-démocratie ces dernières années et qui l'ont mise sous la coupe, on va dire ça comme ça, pour une partie de la droite. Donc là-dessus, on est clair, on est transparent et on est volontaire et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Une question d'Éric Métou. Bonjour Madame Thomas. Le Parti socialiste ouvrier, le PSOE de Pedro Sánchez, ça ne vous a pas échappé à remporter les élections législatives espagnoles hier. Ça vous fait rêver ? Écoutez, je suis de toute façon satisfaite que la gauche soit en bonne santé, surtout que il y a eu un vrai virage de la part du PSOE en Espagne lors des discussions budgétaires avec justement des décisions sur la fiscalité avec la taxe des transactions financières, des décisions sur le social avec un embryon de revenu universel d'existence. Donc tout ça va dans le bon sens pour nous. C'est clair que le virage de Pedro Sánchez après le congrès d'il y a 2 ou 3 ans a été, je crois, finalement aujourd'hui cueille les fruits de ce changement en profondeur du PSOE, c'est très bien. Sur l'Espagne, Emmanuel Macron se tournait avant vers Ciudadanos, vers Rivera, et depuis que Rivera a dit qu'il pourrait faire alliance avec Vox, le parti d'extrême droite dont on va parler, il se tourne plutôt vers Pedro Sánchez. Il lui a envoyé un petit message. Est-ce que vous craignez pas que Pedro Sánchez rejoigne Macron ?
Écoutez, je vois pas le rapport entre, c'est ce que je viens de dire, le budget concocté par Pedro Sanchez en Espagne et les annonces de Monsieur Macron à Paris il y a 3 jours de cela. Donc 3 ou 4 d'ailleurs, je ne sais plus, enfin quelques jours de cela. Je vois pas en quoi ça peut converger. Après... ce ne sont pas des alliances cohérentes. C'est le contraire de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une position claire. Nous, notre position, c'est alliance avec les écologistes, alliance avec la gauche. Toutes ces petites manœuvres consistant à aller chercher des alliances gauche-droite ou des alliances qui finalement ne permettent pas d'être efficaces sur une orientation européenne. Je le dis encore une fois, on a vu les problèmes que ça posait au sein du groupe SED, puisque j'y ai travaillé. On a vu les problèmes, que ce soit sur la question du carbone, où le groupe était toujours divisé en deux, sur la question de l'harmonisation sociale, où ce groupe était divisé en deux, sur la question des droits humains, où on a eu des problèmes avec un certain nombre de délégations nationales dans ce groupe. Bon, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ça et avoir constitué et travailler sur des alliances politiques cohérentes, claires et transparentes. En Espagne, toujours, le parti d'extrême droite, Vox, a fait un score moins important que prévu, mais entre quand même au Parlement. Il fait bien mieux que lors du scrutin précédent. L'Espagne résistait encore, c'est plus le cas. Alors après l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Finlande, est-ce que l'Europe est condamnée à basculer dans les bras des populistes ? Alors, attendez, condamné à basculer, sachons raison garder. Il est clair que partout en Europe, malheureusement, c'est le constat que l'on peut faire depuis une vingtaine d'années, les nationalistes, appelons un chat, les nationalistes progressent et les partis liberticides. Cependant, aucun continent, aucun pays n'est condamné. Il y a des alternatives à cela, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce ne sont pas les politiques libérales et ce n'est pas choisir un candidat qui va mener une politique libérale comme M. Macron en France, qui fera reculer les nationalistes. Ce qui leur a permis d'avancer ces 10 ou 20 dernières années, c'est que l'Europe a trop souvent, majoritairement, conduit une politique libérale, austéritaire, de non-redistribution de la richesse, de non-harmonisation sociale et fiscale, et que ce sont ces politiques qui ont mis en colère les Européens et qui les ont poussés dans les bras des nationalistes et des liberticides, pour résumer la situation. Mais il n'y a absolument aucune fatalité en politique, et si justement, avec Génération et le Printemps européen, nous avons décidé de nous présenter, c'est pour essayer de construire cette alternative qui, comme je le disais tout à l'heure, alternative gauche et écologique. Nous espérons pour cela trouver des alliés cohérents. Mais il n'y a pas de fatalité en politique. Il y a le vote des citoyens, le papier qu'on met dans les urnes. C'est le sens de l'élection du 26 mai. En Espagne, Ciudadanos, le PP envisage une alliance avec Vox. Au niveau du PPE, il y a des débats autour de Viktor Orban. Est-ce que vous sentez finalement que les digues sont en train de rompre ? Mais les digues ont déjà été rompues, puisque, comme vous le savez, le parti de Viktor Orban est au PPE depuis qu'il est au pouvoir. Donc la digue n'est pas... finalement, il y a eu là une parenthèse, si je puis dire, depuis quelques semaines où le PPE a mis au banc, entre guillemets, le parti de Viktor Orban. Mais malheureusement, c'est pas la première fois que le PPE fait le choix de couvrir le parti de Viktor Orban. Donc, il y a cette habitude, cette proximité parfois avec les nationalistes et les liberticides qui, effectivement, est inquiétante, mais ce n'est pas nouveau, malheureusement. Europe Express. Saison 2. Une collaboration, l'Express et Bulle Média.
On revient sur la France et sur votre mouvement Génération. Les sondages ne décollent pas vraiment. On est entre 2 et 4% des intentions de vote, selon la moyenne des sondages. À Génération, certains dénoncent la responsabilité des médias. Alors vous, c'est quoi votre explication ? Est-ce que c'est parce que la campagne, elle n'a pas encore démarré ? Est-ce que c'est cette désunion dont on a parlé ? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie, une mauvaise campagne de la part de Génération ? C'est quoi votre explication à vous ? D'abord, je trouve, moi, que ça décolle un peu, très doucement, mais ça décolle un peu, parce qu'on est effectivement parti de 1,5, 2, et on est à 4 aujourd'hui. Bon, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. Moi, je ne crois pas du tout à ces... Enfin, je suis toujours des sceptiques sur les sondages. Je me rappellerai toute ma vie le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, où, depuis le début, le oui devait l'emporter avec une extrêmement large majorité, ce qui n'a pas été le cas finalement. Mais c'est vrai que là où vous avez raison, et je partage vos hypothèses, on est très frustrés parce que nous, on fait campagne depuis longtemps, comme d'autres d'ailleurs, comme quelques autres listes, mais globalement, au niveau de la puissance, du gouvernement, du président de la République, il n'y a pas véritablement eu débat sur l'Europe. On s'attendait, en tout cas moi, je m'attendais à ce qu'Emmanuel Macron... Je dis pas que c'est la faute, je veux pas, mais en tout cas, je m'attendais à autre chose. Je m'attends, après les grands discours de la Sorbonne à Athènes sur l'Europe comme perspective pour la France et pour les citoyens, je m'attendais à autre chose qu'un débat introverti, centré sur les problèmes franco-français. À sa décharge, il a été rattrapé par des problèmes franco-français. Oui, mais justement, les problèmes franco-français ont aussi des débouchés au niveau européen. C'est ça qu'il aurait dû dire, je pense, dans l'émission, dans la conférence de presse de la semaine dernière. Il aurait dû démontrer, je vais vous donner un exemple tout bête, sur la question de la dépense publique. Quand il dit qu'il faut baisser la dépense publique, une fois de plus, donc ça veut dire clairement encore une phase d'austérité supérieure qui s'ouvre. Là, pour le coup, il aurait dû soulever le débat au niveau européen en disant ça fait des années qu'on a une politique d'austérité en Europe. Il est temps d'en finir avec cela, et c'est au niveau européen que ça se discute. Bon, et je prends cet exemple, j'aurais pu prendre l'exemple de l'ISF en disant au niveau national ça peut... mais on peut proposer un ISF européen, ce qu'on fait nous à Génération, et je peux dérouler ainsi toute une série de propositions. Donc il n'a pas élevé le débat au niveau européen, ce qu'il aurait pu faire. Alors je dis pas que c'est uniquement de sa faute, c'est vrai que par méconnaissance, souvent on a du mal à parler, que ce soit d'ailleurs dans la presse ou avec les citoyens, des questions européennes, alors que en réalité elles sont à 70-80% complètement imbriquées, liées avec les questions nationales, et c'est ce que nos dirigeants n'arrivent pas ou ne veulent pas faire. Je dirais plutôt ne veulent pas faire, parce qu'ils veulent continuer à faire croire qu'ils ont du pouvoir au niveau national, ce qui est à démontrer à mon avis. Une question d'Éric Métou. Pour rebondir sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, il a présenté un catalogue de mesures pour répondre aux revendications, notamment des Gilets jaunes, dont je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. Je pense que c'est beaucoup de mal. Mais ce que vous auriez proposé à la place, notamment sur des sujets comme le référendum d'initiative citoyenne, ou cette demande contradictoire d'une puissance publique plus forte et de moins d'impôts. Bon, sur le référendum d'initiative citoyenne, ça a été dans le programme de Benoît Hamon à la présidentielle, donc je vais pas m'étendre plus. C'est depuis le début dans notre ADN, si je puis dire. Au-delà de cela, d'ailleurs, au-delà du référendum d'initiative, moi je pense que, et notamment au niveau européen, il faut constituer des contre-lobbies aujourd'hui, ceux qui mettent des milliards pour faire du lobbying à Bruxelles. Ce sont les grandes firmes financières, industrielles, et par contre les citoyens, eux, n'ont pas leur place. Donc nous, on milite pour un lobby citoyen, c'est-à-dire institutionnaliser des comités de citoyens pour organiser la contre-offensive au niveau européen. Financé avec quoi ? Avec le budget européen ? Par exemple, avec le budget européen, il y a dans le budget européen des programmes démocratiques, des programmes citoyens, donc on pourrait très bien progressivement les mettre en place avec des citoyens tirés au sort, pourquoi pas, enfin il y a des tas de choses à faire. Démocratie participative, ça a beaucoup été tenté au niveau européen, ça n'a pas forcément fait preuve quand même, on a voté récemment une directive sur l'accès public à l'eau qui
était à l'origine une pétition européenne. J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que au niveau européen, la pétition doit requérir 1 million de signatures. Alors quand Emmanuel Macron nous dit 1 million au niveau français, vous voyez le problème où on se trouve. C'est-à-dire qu'au niveau européen, 1 million de signatures suffisent pour 500 millions d'habitants, et au niveau français, on nous demande le même nombre pour 60 millions d'habitants. On est loin de la coupe aux lèvres. Alors, sur la deuxième question, c'était sur la fiscalité ? Sur la demande de puissance publique concomitante à une demande de moins d'impôts. En fait, il n'y a pas demande de moins d'impôts en général. Il y a demande de moins d'impôts pour ceux qui payent tout. Et qui paye tout les citoyens soit les citoyens qui consomment, c'est-à-dire tous, parce que tout le monde consomme avec la TVA. C'est d'ailleurs ce qui fait rentrer le plus d'argent dans les caisses. Les citoyens qui travaillent sur l'impôt sur le revenu et les PME qui payent l'impôt sur les sociétés. En revanche, les grandes multinationales, et là aussi, il aurait pu Emmanuel Macron le dire, au niveau européen, le problème qu'on a, c'est que comme il n'y a pas d'harmonisation... sur la taxe GAFA, il a beaucoup poussé quand même. Mais GAFA, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, mais la preuve, c'est que ça marche pas. Mais ça marche pas. C'est pas ça qu'il fallait faire. Nous, on a voté au Parlement européen, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. On a voté une harmonisation de la base pour les multinationales de plus de 560 millions de chiffre d'affaires. Donc là, il y avait de quoi pousser. La France ne nous a pas... la France, au Conseil, la France n'a pas aidé. Ça veut pas dire, et je pense que l'Allemagne pourrait très bien se retrouver sur la TTF. C'est quand même Emmanuel Macron qui a enterré la taxation sur les transactions financières. Pardon, il l'a enterré, on l'avait en coopération renforcée, on avait le nombre de pays, il l'a enterré dans son discours quelques jours après son élection. Mais de toute façon, de manière générale, la question, pour répondre plus précisément, la question n'est pas qu'il y a trop d'impôts, la question est que ce sont toujours les mêmes qui payent tout, impôts sur le revenu, consommation, et les petites sociétés, alors que les grandes, et encore une fois, c'est pas que les GAFA, c'est toutes les grandes multinationales, quelles qu'elles soient, de Bayer, Monsanto à Coca-Cola, en passant par McDonald's. Donc harmonisation de la fiscalité, mais ça, il faut l'unanimité. Mais il faut pas forcément l'unanimité. D'abord, il y a une passerelle possible dans les traités, et puis de toute façon, on l'a bien vu à multiples reprises. Il y a les traités, et puis il y a le rapport de force politique. Et d'ailleurs, heureusement, sinon la Banque Centrale Européenne n'a jamais eu la politique qu'elle a eue après la crise de 2008. Sinon, je peux vous prendre des sur les sujets importants, on arrive toujours aux 27 ou aux 28 États qui doivent se mettre d'accord. Après, moi, je dis pas qu'il faut pas changer les traités. C'est pas du tout ce que je veux dire. Sur tout un tas de questions, notamment le pouvoir d'initiative, il est absolument anormal que le Parlement n'en dispose pas et que ce soit seulement la Commission qui ait le droit du pouvoir d'initiative. Sur l'unanimité fiscalement, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, il y a des choses à changer, mais c'est pas vrai non plus qu'on ne peut rien faire dans le cadre des traités. Je trouve surtout, moi, que les gouvernements se dissimulent bien souvent derrière l'unanimité pour en fait ne pas agir ou même dissimuler leur propre position politique. J'ai donné la TTF. Et puis après, sur la question de l'austérité, j'en ai parlé, sur la dépense publique. Je veux dire, on peut pas dire d'un côté que l'on va améliorer les services publics, ne plus fermer de maternité, ne plus fermer de classes dans les écoles, et de l'autre côté, dire qu'on va encore accentuer, intensifier la baisse de la dépense publique. Enfin, il faut pas prendre les gens pour des idiots. Pour dépenser, il faut avoir l'argent. Donc oui, il y a une nouvelle répartition fiscale à faire. Et est-ce que demander les Gilets jaunes, c'était quoi sinon la justice fiscale ? Et ils ont raison. Le contrat social dans une société, le commencement du contrat social se fait sur la base de l'impôt. Et là, la justice fiscale, l'impôt n'est plus au cœur du contrat social. À l'inverse, les gens ont l'impression qu'ils payent tout, et ils ont raison, ils payent tout. Dernière question, Derek Metto. De manière générale, quel regard votre parti porte-t-il sur le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a dit d'extrême droite, d'extrême gauche, populiste, très démocratique ? Quelle analyse vous en faites ?
Moi, je crois que c'est un événement historique dont on n'a pas encore mesuré les conséquences. Et malheureusement, je crois que c'est un mouvement profond. C'est une révolte saine de la part de gens qui n'en pouvaient plus, que ce soit sur les territoires ruraux, justement, qui ont perdu tout leur service public en quelques années, qui ont double, triple peine à devoir... je le vois bien, moi j'habite à Saint-Malo, beaucoup de gens avec l'augmentation du foncier ont dû partir à 20, 30, 40 kilomètres loin des services publics, avec obligation pour les familles d'avoir 2 voitures, parce que il faut aller chercher les enfants, les horaires ne correspondent pas. Et donc, il se trouve, et sans compter, comme je le disais, le fait que la plupart des impôts leur incombent, et ils ont l'impression de payer des impôts sans avoir la contrepartie des services publics. Je pense que c'est un mouvement qui... moi, je donne mon point de vue, c'est la plupart de ces gens ont raison. Ça ne veut pas dire que toutes les questions qui ont été posées ne doivent pas être débattues, mais au moins, ce mouvement aura eu le mérite de les mettre dans le débat public. Et ces invisibles dont parlait Benoît Hamon pendant la présidentielle de 2017, là, ils se sont levés dignement, ils ont exigé d'être reconnus, ils ont exigé de la dignité, ils ont exigé de la démocratie. Moi, je dois dire, sans donner un blanc-seing, parce que évidemment, on peut pas être d'accord sur tout, vu l'ampleur du mouvement. Mais pour moi, c'est un mouvement social et démocratique d'abord, et qui n'a pas fini. Et c'est pour ça que je trouve grave d'ailleurs la réponse du président de la République, parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez, je vous ai entendu sur l'ISF, je vous ai entendu sur le RIC, je vous ai entendu, mais en fait, je m'en fiche. Je vais faire autrement. Je vais intensifier et continuer ce que je fais depuis 2 ans, ce qui est quand même fou. Comme si finalement les 24 semaines de mouvement étaient de soutien à Emmanuel Macron. Enfin, c'est délirant. C'est bientôt la fin de cette émission. Dernière question. J'ai commencé avec la désunion de la gauche pour finir sur la campagne. Je vais terminer avec ça. Benoît Hamon, le leader donc de votre mouvement Génération, suite à un appel lancé par Jean-Luc Mélenchon, a dit, je cite, « Après les européennes, discutons. Yann Brossa à Libération. Après les européennes, il va bien falloir qu'on retrouve le chemin du rassemblement. » Donc ce sera après les européennes. Pourquoi on n'a pas été capable de le faire avant ? D'abord parce que c'est vrai, je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai répondu que sur le fait que la recomposition politique était en cours et que la recomposition politique ça prend du temps. Mais c'est vrai aussi qu'un scrutin à la proportionnelle ne facilite pas la recomposition et le rassemblement, dans la mesure où à la proportionnelle, chacun peut avoir des députés, chacun peut exprimer son programme. Mais encore une fois, l'union est un combat, comme disait l'autre, et je crois que ce combat continue. Il va continuer après les européennes, et je crois qu'il va déboucher après les européennes. Ce qui est en tout cas mon souhait le plus cher, et qui devrait être, d'après les échos divers et variés dont vous venez de parler, accessible. Isabelle Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes candidate sur la liste Génération et aujourd'hui eurodéputée. Merci à Éric Métou. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Icopodcast, notre partenaire. Stay tuned et à la semaine prochaine.